à tous, merci de nous rejoindre. Soyez les bienvenus pour faire ensemble le tour de la question, comme au quotidien sur Europe 1. Rebonjour Julie. Bonjour Wendy. Ravie de vous retrouver avec ces sujets qui nous concernent tous et qui nous font réagir. Nous allons donc revenir sur la démission brutale du secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau, pour une affaire de fichage dans son syndicat. Affaire révélée il y a quelques jours par le Canard enchaîné. Alors fondé ou manigancé, en tout cas ce scandale pointe les faces cachées des syndicats à certains égards. Quel est leur poids? Comment sont-ils financés? Et en quoi vous paraissent-ils encore indispensables en France? Si vous êtes syndiqué en particulier, si vous vous apprêtez à l'être, n'hésitez pas à réagir. Vous avez la parole au standard d'Europe 1, Julie. Le 3921 et via Twitter avec le hashtag Europe 1. Absolument. Et puis à 10h, avez-vous du nez, chers amis? On va s'intéresser au parfum pour la diffusion d'une culture olfactive à l'occasion d'un salon cosmétique à Paris. Pourquoi nous ne sommes pas tous égaux devant l'odorat et le raffinement du genre? Eh bien, on fait le tour aussi de la question sur Europe 1, éclectisme de rigueur encore ce matin. 9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et avec nos invités en studio, Leïla de Comarmont, journaliste aux Échos, spécialiste des questions sociales. Bonjour madame. Bonjour. Et avec Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, président de l'Union départementale de Paris. Monsieur Touvenel, bonjour. Bonjour. Alors, pour nos auditeurs qui n'auraient pas absolument suivi ce dernier feuilleton, je voudrais, Leïla, s'il vous plaît, de Comarmont, que vous nous rappeliez ce qui s'est passé ces dernières heures à la tête du syndicat Force ouvrière, avec la démission de Pascal Pavageau, visée par une polémique. On parle de fichage de cadres du syndicat. Oui, quand on dit cadre, ça n'est pas des salariés de l'organisation, c'est des responsables. En l'occurrence, un syndicat est structuré de façon territoriale et de façon professionnelle. Donc, C'était les responsables des unions départementales d'un côté et d'autre part des fédérations professionnelles. C'est un fichier qui ne se contentait pas comme un fichier de paye. Je reprends la comparaison de monsieur Mélenchon qui était extrêmement malheureuse. Donc, avec identité, responsabilité, éventuellement âge. C'est un fichier dans lequel il y avait des qualificatifs parfois diffamatoires et en tout cas sur la vie privée. On qualifiait certains d'homos, on qualifiait d'autres de collabos. On pouvait aussi lire ordure, bête, trop intelligent pour entrer au bureau confédéral. Bref, un fichier qui n'avait absolument pas lieu d'être. Et d'ailleurs, la CNIL s'est emparée du sujet. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que cette affaire a été réglée extrêmement vite, puisque c'est le Canard enchaîné, c'est tout à son honneur, qui a sorti l'information et que une semaine après, Pascal Pavageau démissionnait, au risque sinon d'être démis par l'organisation. Oui, il a dit de manière assez brutale, parce qu'évidemment ce scandale lui est arrivé en pleine figure. Pascal Pavageau, je savais qu'en acceptant le mandat de secrétaire général, tous mes actes seraient passés au crible, mais jamais à ce point. Il reproche notamment à l'organisation d'avoir diffusé ces informations à la presse sans en avoir informé. Ce scandale est quand même assez fort de votre point de vue, vous qui connaissez bien le monde syndical, Joseph Touvenel, pour la CFTC. Oui, mais c'est la démonstration qu'une organisation syndicale, comme pour les journalistes, c'est de la pâte humaine. Donc elle est faillible. Et moi, je vois tout l'intérêt des organisations syndicales, et là, on voit tout l'intérêt de la presse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a ce type de comportement, eh bien, si ça ne sort pas, ça ne peut pas changer. Voilà. Après, moi je suis dans une autre organisation, j'ai des points de désaccord et des points d'accord. Ça ne change pas le caractère des militants de FO. Moi j'ai beaucoup de sympathie pour l'ancien dirigeant Jean-Claude Mailly, avec lequel on avait des points d'accord et des points de désaccord, mais qui pour moi était un honnête homme. Oui, est-ce que vous avez déjà entendu des affaires de fichage de ce genre À l'intérieur des organisations syndicales, à ma connaissance, non. Oui, donc on peut se demander à quoi ça sert, Leïla de Comarmont. C'est-à-dire qu'en plus les qualificatifs étaient nuisibles, c'est-à-dire qu'on fait le... C'est bizarre, quoi. Quelle est la vertu de ce fichage en interne? Ce fichage avait une utilité pour Pascal Pavageau, c'était qu'il craignait de ne pas pouvoir, comme il le souhaitait et le projetait, devenir numéro 1 de la Confédération. Il a été créé en 2016, actualisé en 2017. L'objectif était, si Jean-Claude Mailly lui refusait l'entrée par la porte, d'entrer par la fenêtre. Et pour cela, il y avait, alors moi je pense pas forcément nécessité, mais c'était l'objet, c'était de savoir qui est qui
pour pouvoir peser dessus. Donc il était tout à fait au courant de ce fichier, a priori, ou en tout cas du système. C'est ça. Il le dit sans le dire. Ce qui est quand même étonnant, enfin il y a un proverbe qui dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'était d'ailleurs la même chose sur l'affaire Le Pen à la CGT. Oui. On pointe ceux qui rendent public ce fichier et non pas l'existence même qui est en soi antidémocratique. Et un problème dans une organisation, c'est pas une entreprise, un syndicat, c'est pas pyramidal, il n'y a pas un chef et des troupes. C'est ça. Oui, ce qui rend encore la chose encore plus occulte, mais lui se défend, Pascal Pavageau, en disant que ses camarades auraient mal vécu le fait qu'il cherche à mettre plus de transparence, plus de transversalité, plus de démocratie dans les instances internes. Là, on a quand même du mal à voir le rapport entre le fichage et la transparence, justement, mais lui voulait aller dans ce sens-là, en tout cas. C'est ce qu'il revendique aujourd'hui, après avoir démissionné. Mais il ne faut pas oublier un autre aspect, qui est l'aspect humain, au sens où lorsqu'il est arrivé, il est arrivé avec un bulldozer, et y compris, vous avez quand même eu deux membres du bureau confédéral qui étaient ses soutiens, qui se sont retrouvés, l'un en arrêt maladie et l'autre, qui se sont retrouvés placardisés en l'espace de 6 mois. D'accord. Donc il y avait vraiment un problème. Aussi, quand vous arrivez dans une organisation, il est parfaitement légitime de souhaiter la transformer. Le problème, c'est que la main de fer, les licenciements violents, les mises au placard, ça n'est pas des méthodes. Et sans doute a-t-il payé cela. Oui, en tout cas, voilà, une fois qu'on a posé le contexte pour ceux qui nous rejoignent de cette crise à Force ouvrière, qui est une grave crise, c'est la 3e force syndicale du pays quand même. On va se demander avec vous aussi, Joseph Touvenel, juste après la pause, si cela peut parasiter dans son ensemble les actions syndicales, l'image des syndicats. C'est aussi ce contre quoi vous vous battez, pour plus de transparence, de la démocratie dans ce monde syndical. Si vous êtes syndiqué, en particulier à FO, n'hésitez pas à nous appeler pour comprendre comment vous réagissez aussi face à cette actualité du moment. Julie et moi-même, nous sommes à l'écoute. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Nous nous intéressons jusqu'à 10h à l'image des syndicats en présence des invités de Wendy Bouchard, Joseph Touvenel qui est vice-président de la CFTC et Leïla de Comarmont, journaliste aux Échos, spécialiste des questions sociales. Oui, à l'occasion de cette crise qui est loin d'être anecdotique, la démission du secrétaire général de Force ouvrière hier, Pascal Pavageau, avec pertes et fracas. FO, c'est pas une petite centrale, c'est le 3e syndicat français, je le disais. Et ce qui se passe dans ce monde pour les membres, pour les cadres, pour les représentants syndicaux dans son ensemble est assez grave. Joseph Touvenel, vous ne profitez pas d'une crise comme celle-ci, évidemment. Non, bien au contraire. Le seul intérêt d'une crise comme celle-là, c'est que si ça peut aider à faire un peu le ménage, c'est bien. Mais moi, il me semble que le syndicalisme, en général, toutes les organisations doivent se réformer pour une raison simple, c'est que tout ça s'est construit au 19e siècle, a perduré au 20e siècle, et le mode d'organisation est, à mon sens, obsolète aujourd'hui. Que notre rôle, c'est de couvrir l'ensemble des travailleurs. Et quand je dis les travailleurs, c'est évidemment les salariés, mais c'est aussi les indépendants, c'est les artisans, c'est les commerçants. Et je pense qu'il faut qu'on fasse un peu notre révolution en interne, et c'est jamais facile, parce qu'en interne, toutes les organisations fonctionnent pour l'organisation. Et à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose pour être au service des travailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui va être un soi-disant indépendant qui ne l'est pas, qu'il puisse avoir une retraite décente. Alors on y travaille tous. Mais je pense qu'il faut qu'on change. Et après, ce qui arrive, c'est malheureusement la patte humaine. Mais surtout, ça cache tout ce que nous faisons tous de bien tous les jours. Vous voyez, hier, j'ai fini de régler le problème d'une jeune haïtienne qui ne trouvait pas... Elle avait un BTS, mais elle n'avait pas d'entreprise pour l'embaucher. Elle n'est pas adhérente, Mais on s'est démené. Alors quand je dis hier, on a terminé, mais ça fait des semaines qu'on se démène pour lui trouver un employeur qui la prenne en alternance pour qu'elle puisse suivre ses études. On l'a aidé à faire ses courriers, on a fait jouer nos relations, etc. C'est un rôle d'accompagnement social, le syndicat aussi. Ça, c'est du quotidien. Oui. Là, quand je vais vous quitter, je vais essayer d'aller en Grande-Bretagne. Je dis essayer parce que le vol Air France est annulé, donc je vais en prendre un autre. Merci Air France. Pour travailler sur le Brexit, pour savoir quelles seront les conséquences en fonction du Brexit sur les salariés français travaillant en Grande-Bretagne ou on l'est en France, en matière de sécurité sociale, de droit à la santé. Est-ce que les chauffeurs routiers, on va changer la législation quand ils vont avoir des temps d'attente à la frontière? Tout ça, c'est du quotidien. On se bat pour le logement des salariés. Tout ça, c'est positif. Je crois qu'on n'en parle pas assez. À nous
d'être meilleur, de présenter ce qu'on fait de positif, et puis d'arrêter ce genre de pratiques qui sont inacceptables. Mais voilà, à condition en effet d'un aggiornamento. Leïla de Comarmont, c'est ça aussi le problème, obsolescence d'un certain nombre de pratiques. Et quand on parle de pratiques, c'est à la fois l'organisation, l'opacité du financement aussi. On sait peu ce qui se passe dans les grandes centrales en interne. Vous connaissez ces questions sociales par cœur. Est-ce que vous avez réussi, vous, à mettre le pied, justement? En fait, je pense qu'on mélange beaucoup de choses. Alors d'abord, Monsieur Touvenel, peut-être qu'avant de s'occuper des artisans, des commerçants, il faudrait que les syndicats s'occupent de tous les salariés. C'était effectivement un sujet, un sujet d'implantation. Et quand on parle d'implantation syndicale, on parle difficulté aussi d'implantation. Quand on est dans des entreprises, les patrons ne voient pas toujours d'un mauvais œil une représentation syndicale s'installer et peuvent la combattre. On rappelle le taux de syndicalisation en France, dans le public d'abord. Dans le public, il est de près de 20% et dans le privé, il est de 8%. Donc ça fait une moyenne de 11% en France. Exactement. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, alors, vous avez raison, s'occuper de tous les salariés, c'est ce qu'on fait, puisque les exemples que je vous ai donnés, c'est des non-syndiqués. Moi, quand j'ai monté l'organisation syndicale dans mon entreprise, quand je suis revenu, j'avais plus de bureau, j'avais plus de téléphone. C'est ce que je dis sur la difficulté dans les entreprises. De tous les salariés, alors que dans mon entreprise, ensuite, on est devenu majoritaire et largement la CFTC, mais je n'avais à peine 10% des salariés qui étaient adhérents, alors que près de 70% votaient pour la CFTC. Donc on voit très bien qu'on ne peut pas mesurer l'influence et le rôle des organisations syndicales en France. Au nombre d'adhérents, notre travail, il est quotidien pour tout le monde. Quand on se bat, en France, vous avez quasiment tous les salariés, 98% des salariés sont couverts par des accords collectifs. C'est-à-dire que quand il y a 11% d'adhérents, on travaille au quotidien pour 98% des salariés. Et ce que je dis, Leïla de Comarmont, c'est juste que aujourd'hui, il y a des gens qui passent de salariés à faux indépendants, qui montent leur petite boîte. Eh bien, je dis que ce sont des travailleurs et qu'il faut qu'on change notre logiciel pour dire nous devons couvrir tous les travailleurs, évidemment tous les salariés, mais les autres aussi. Joseph Touvenel, on entend bien là-dessus. Leïla de Comarmont, quand vous parlez de difficile implantation dans les entreprises, vous pointez du doigt la responsabilité des syndicats dans cette histoire? Je pointe du doigt la responsabilité des employeurs. Oui. On a les syndicats qu'on mérite. Et d'ailleurs, j'ai récemment fait un reportage dans une entreprise moyenne, une ETI du bâtiment, qui s'appelle SNI, qui a créé le premier conseil d'entreprise, c'est-à-dire une instance où les salariés ont plus leur mot à dire que dans l'ancien comité d'entreprise. Et c'était très intéressant parce qu'il m'expliquait que ce qu'il disait à ses collègues, il fait partie du MEDEF local, c'est faites attention, organisez des élections professionnelles, laissez les syndicats rentrer dans votre entreprise, parce que sinon le jour où ils rentreront, c'est parce qu'il y aura un conflit et là vous serez perdant sur tous les points. Mais les employeurs ont peur des syndicats aujourd'hui? Tout à fait, les employeurs ont peur, mais pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les enjeux de discrimination syndicale sont extrêmement importants, même si aujourd'hui la loi protège. Il faut mesurer que le représentant syndical dans l'entreprise, c'est à la fois le fusible et l'homme à tout faire. Le fusible parce qu'il concentre tous les reproches de l'entreprise sur les revendications des salariés, salaire et autres. Donc ça devrait être un allié de l'employeur quand même à certains égards. Et l'homme à tout faire parce que c'est celui qu'on va voir dès qu'on a un problème et qui va aller se confronter à la direction de l'entreprise et qui souvent paye de sa personne. Alors on parle beaucoup financement des syndicats en général. On a effectivement un sujet sur le modèle français qui n'est pas un modèle d'adhérents et qui pose question parce que la réalité c'est que si on n'a pas d'adhérents, y compris dans une entreprise, même si on fait 70% des voix, on n'a pas la même capacité de mobilisation et aussi vis-à-vis de son employeur. Mais on a un vrai enjeu qui est paradoxalement d'ouvrir la porte aux syndicats. Donc il y a une culture aussi syndicale à diffuser en France à l'endroit des patrons. Vous allez revenir sur le sujet, Joseph Touvenel, et des salariés évidemment. D'ailleurs, les élections de représentation professionnelle arrivent bientôt, c'est le 6 décembre. Donc vous allez nous parler aussi de la manière dont ça se fait dans les entreprises. On se retrouve dans un instant pour faire le tour de la question sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 avec vous, Julie. 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe.
le rôle des syndicats. On en parle jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités. Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, et Léla de Comarmont, qui est auteur du livre « Les 20 ans qui ont changé la CGT ». C'est chez De Noël. Et les spécialistes des questions sociales, et vous l'avez bien compris, si vous êtes à l'écoute d'Europe 1 depuis 9h maintenant, les syndicats, minorité ou majorité de protection dans certaines entreprises, la CFTC par exemple, Joseph Touvenel est très représenté dans le commerce, l'enseignement privé, les médias, la sécurité, les banques, en tout cas pour votre partie départementale à Paris. Quand Léla de Comarmont dit difficile implantation des syndicats, il faudrait qu'ils poussent les portes justement pour aller dans différents univers. Pourquoi ne le faites-vous pas ? Il y a des secteurs qui vous intéressent pas ou que vous ne pouvez pas approcher ? C'est pas le cas, c'est juste un manque de moyens. Vous avez compris qu'on travaille pour tous les salariés. Il suffit d'ailleurs d'aller à la Bourse de travail de Paris le matin et vous verrez la foule des gens qui attendent pour être reçus par un conseiller juridique de n'importe quel syndicat d'ailleurs. Et on ne peut pas prendre tout le monde. En permanence, nous sommes sollicités par téléphone par des gens qui crient au secours. Donc déjà, il y a les urgences. Au secours, on essaye de regarder, on renseigne. Et donc, quels moyens ? Les salariés nous demandent beaucoup, mais comme ils n'adhèrent pas, ils nous donnent peu de moyens. Du coup, il y a un problème de financement des syndicats qui ne tiennent aujourd'hui que par les financements publics. La question est, est-ce qu'on a un rôle public ? Je crois que oui, et je suis prêt même à le démontrer avec des exemples précis. Ce qui n'empêche que ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, ça serait que nous vivions des adhérents et des cotisations. Mais ce n'est pas le cas. Mais si on ne vit plus, c'est encore plus la panade pour les salariés. C'est ça le réel problème. Mais évidemment, on apporte un service gratuit. Quand vous allez voir un avocat, il vous fait payer. Nous, on prend des dossiers gratuitement, en tout cas chez nous à la CFTC, pas tous, on le dit d'ailleurs, on peut pas, mais on essaye de faire un premier accueil juridique où on donne un premier conseil. C'est du temps, parce que c'est des personnes qui sont des professionnels et que Bien nous sûr. rémunérons. Mais Léla de Comarmont, c'est d'ailleurs pour ça, là, c'est la première motivation pour un travailleur d'adhérer à un syndicat, c'est pour avoir ses conseils, c'est pour avoir cette protection d'une certaine manière aussi. C'est pas simplement pour être militant, pour activer, pour faire des manifs, évidemment, c'est une vertu de C'est sûrement fond. pas pour ça d'abord. C'est pour se protéger, mais pas que. Parce que l'adhésion ne protège pas. L'adhésion, au contraire, met en danger lorsqu'elle est publique. Pas partout, hein, évidemment, mais je vous parle de l'état d'esprit. Ah oui. C'est Dans une société, on sait, lui c'est le CGT, justement, pour reprendre l'histoire des fichages, et lui c'est Force ouvrière. Oui. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, quand on fait des sondages, d'ailleurs, c'est une des premières réponses. C'est le fait de risquer d'être stigmatisé. Donc c'est un enjeu extrêmement important, cet enjeu d'adhésion, et d'autant plus que l'adhésion fait l'audience. C'est plus vous avez deux gens à la fois pour construire un projet dans une entreprise, parce que les syndicalistes, ils construisent des projets, hein, ils sont pas juste pour lever le point barre. D'ailleurs, tous, c'est assez intéressant à voir. Et c'est pour construire un projet, et puis ensuite c'est pour convaincre les autres salariés, pour faire masse, pour convaincre la direction. Je voudrais que nous accueillions Léla de Comarmont et Joseph Touvenel, Nicolas Perruchot, qui est président du conseil départemental du Loir-et-Cher aujourd'hui. Vous avez été, bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez été député et auteur d'un rapport très intéressant et très important sur les dérives du financement des syndicats. Alors vous nous rejoignez au jour d'une crise à Force ouvrière. Est-ce que d'abord vous pouvez nous en dire un mot ? Est-ce que cette crise vous étonne ou pas, au contraire ? Est-ce que vous la sentiez venir ? Alors, on sentait venir effectivement une difficulté sur la ligne que défendait Pascal Pavageau, puisqu'on le sait, à l'intérieur de FO, il y a à la fois des progressistes, des trotskistes et des anarchistes. Et on a vu, dès l'élection de Pascal Pavageau, il y a un peu plus de 6 mois, qu'effectivement, il y avait une partie, en tout cas, de ceux-ci qui était totalement hostile à la ligne qu'ils voulaient défendre. Donc on imaginait bien qu'il se passerait quelque chose à un moment donné. On n'imaginerait pas que ça serait de cette nature, et surtout de découvrir que la mise en fiche des membres du CCN était une pratique qu'il avait développé, est évidemment de nature à nous faire encore bondir, parce que c'est vrai que c'est très grave et que ça révèle en tout cas des pratiques qui à l'intérieur des organisations syndicales. Oui, on se souvient de ce qui passait, je sais pas, quand il y avait la Stasi ou le KGB. On peut faire des parallèles qui sont évidemment toujours très très compliqués, mais c'est cette façon de faire qui est évidemment très condamnable et qui très rapidement a d'ailleurs obligé Pascal Pavageau à démissionner. Donc c'est la révélation en fait de pratiques particulières. On se souvient de l'affaire Le Pan il y a quelques temps avec les travaux de rénovation dans
son bureau. 180 000 euros pour rénover un bureau aux frais de la centrale de la CGT. Et la difficulté, c'est ça, c'est-à-dire qu'on veut donner une image dans les grandes organisations confédérales, syndicales, celles qui sont à Paris, qui est assez particulière, assez singulière, avec des mots d'ordre très précis, puis on se rend compte que dans la pratique, et à l'intérieur de ces organisations, il y a parfois des manières de faire qui sont extrêmement condamnables. Donc, surtout, on est dans le paradoxe total, c'est-à-dire que les syndicats sont là pour représenter le peuple, pour aider en tout cas les adhérents, et là on est dans des conflits de personnes et dans des conflits totalement égotiques, quoi. Oui, et puis on imagine, si on cherche un peu, on trouvera très facilement, mais j'imagine que M. Pavejeau ou dans son entourage, on a dû sans doute dénoncer peut-être parfois des fichages de salariés dans les entreprises. Donc c'est souvent malheureusement maintenant l'arroseur arrosé. Au-delà de ça, c'est vraiment, je crois, la difficulté d'image des syndicats en France qui est aussi révélée à travers cette crise et cette affaire. Parce qu'on a aujourd'hui effectivement des salariés qui n'adhèrent plus. Ils sont entre 65 et 70% à chaque fois qu'on fait des sondages au moment du 1er mai à dénoncer effectivement l'image des syndicats et à dire que ces organisations ne sont plus attractives en France. Il y a malheureusement peu de remise en question pour l'instant de l'organisation des syndicats dans notre pays, qui sont très largement encouragés par les gouvernements, quels qu'ils soient, à continuer leur action de cette manière-là. Ce sont des acteurs importants pour ce qu'on appelle le dialogue social, et l'État leur confie de très nombreuses missions et donc s'appuie beaucoup sur eux. Mais pour qu'ils puissent être relativement dociles, je mets des guillemets derrière ce mot parce que ça fera sans doute bondir ou réagir du côté des syndicats, mais pour une certaine docilité, l'État a décidé, en tout cas c'est une des thèses que je défends depuis très longtemps, a décidé d'acheter la paix sociale dans notre pays et donc donne des moyens assez considérables aux organisations syndicales depuis toujours. C'est très intéressant, vous restez avec nous en ligne encore quelques minutes, Nicolas Perruchot. On fait une petite pause et je fais réagir à la fois Joseph Tounel de la CFTC à vos propos à l'instant, une certaine docilité pour acheter la paix sociale. Leïla de Comarmont, Yves qui nous rejoint, qui est syndiqué FO depuis 20 ans au Standard d'Europe 1, et Nicolas Perruchot pour nous éclairer. Vous nous parlerez évidemment de ce rapport que vous avez commandé sur les dérives du financement des syndicats. A tout de suite sur Europe 1. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Il est 9h30, en marge de la crise à FO avec des missions de son secrétaire général, opacité du financement et fichage en interne. Nous nous demandons ce matin à quoi servent encore les syndicats. Wendy Bouchard. On vous donnera les résultats dans un instant de la question Facebook. Sont-ils encore indispensables à vos yeux? Yves est au standard et je lui donne la parole dans un instant. Syndiqué depuis 20 ans chez FO, c'est dire si voilà cette organisation fait partie de sa vie. Avec nous, Leïla de Comarmont, journaliste aux Échos, spécialiste des questions sociales. Nicolas Perruchot, que vous avez entendu, président du conseil départemental du Loir-et-Cher, qui va nous parler de ce rapport dont il a été l'auteur sur les dérives du financement des syndicats et qui nous disait à l'instant, finalement, il y a cette pratique en France du côté des gouvernements de caresser les syndicats dans le sens du poil d'une certaine manière. On met un peu la couverture sur ces problèmes d'opacité, de pratiques un peu ancestrales pour acheter la paix sociale. Joseph Touvenel, quand vous entendez ce discours, qu'est-ce que vous vous dites en qualité de vice-président de la CFTC? Mais je dis qu'en partie c'est exact. Malheureusement, d'ailleurs, le rapport Perruchot sur le financement des syndicats, à ma connaissance, c'est le seul rapport parlementaire qui a été enterré sans qu'il soit même publié. Et qu'il y a eu une publication pirate à l'époque de mémoire dans Le Point. Ça veut dire tabou absolu. C'est pour dire qu'il y a un vrai problème. Moi, je trouve tout à fait légitime, si on a un rôle qui sert l'ensemble du pays à ce qu'il y ait un financement qui puisse venir public. Mais ça ne doit pas être secret, confidentiel, caché. On doit le savoir. Comment, pourquoi, et en rendre compte. Alors les choses se sont améliorées. Les organisations syndicales ont maintenant l'obligation, comme les partis politiques, de publier leurs comptes. Oui. Et donc tous les ans, toutes les organisations, que ce soit au niveau national, départemental, les fédérations, doivent rendre public leurs comptes. C'est un grand pas en avant, mais à mon sens, la meilleure chose, ça serait que pour les organisations syndicales de salariés, on soit financé comme les organisations syndicales d'employeurs quand elles sont bien financées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le MEDEF, c'est pas les patrons qui financent, c'est les entreprises. C'est pas monsieur le patron qui sort son chéquier, qui paye sa cotisation au MEDEF. Ça veut dire que vous voudriez que chacun cotise une cotisation sociale par salarié? Je pense qu'il faudrait aller vers quelque chose en disant voilà, les organisations syndicales rendent un service à tous. Alors le financement doit venir de l'entreprise. Chaque salarié choisit pour quel syndicat il donne son financement. Alors ça serait, je sais pas, 80 centimes, 1 euro, 1,20 € par an. C'est ça la hauteur. Et puis ceux qui veulent pas choisir une organisation syndicale, c'est mis dans un pot commun et c'est redistribué en fonction de l'audience de chacun. Parce que le problème de la France, c'est que
on est dans une attitude qui est pas la même que d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, vous voyez que dans les entreprises de plus de 3000 salariés, la moitié du conseil d'administration est formée par des syndicalistes. C'est-à-dire que les relations ne sont pas du tout les mêmes. Elles peuvent être quelquefois tendues, mais on considère que le fait syndical, c'est le fait de l'entreprise. En France, que ce soit du côté des organisations d'employeurs ou de salariés, bien souvent on oppose carrément. Et moi, si je suis un social-chrétien, c'est parce que je pense que l'entreprise, c'est d'abord une communauté humaine avec plus d'intérêts convergents que divergents. Mais il faut changer les mentalités et il faut mettre à plat le financement. Ça serait rendre service à tout le monde, y compris au pays. Et c'est ce que vous avez voulu faire très précisément, Nicolas Perruchot, et je crois que Joseph Touvenel a raison en disant que ce rapport a été enterré avant même d'être discuté. Ça a dû vous rendre absolument furieux à l'époque d'ailleurs, Nicolas Perruchot. Vous savez, on avait fait des mois d'enquête et je sentais depuis le début, puisque c'est aussi la seule commission d'enquête où on m'a imposé le huis clos dès le départ. Donc il n'y a eu aucune retranscription journalistique, si je puis dire, de toutes nos auditions qui ont été très riches, très intéressantes. On a entendu plus de 60 experts ou responsables de syndicats à l'époque. En gros, on vous a donné un os à ronger, quoi. C'est fou. Parce que... Moi, j'ai mis plus de 5 ans à obtenir cette commission d'enquête à l'époque au Parlement. Je voyais bien qu'il y avait beaucoup de gens qui considéraient qu'il ne fallait pas qu'on s'intéresse à ce sujet, ce qui me posait un vrai problème quand j'étais parlementaire, puisque j'estime qu'on représente le peuple et on a donc droit de s'intéresser à toutes questions qui peuvent traiter à un moment donné du contrôle de l'emploi de l'argent public. Et regardez encore aujourd'hui, là, le débat sur la loi de finances démarre à l'Assemblée nationale, il n'y a toujours rien sur les financements des syndicats dans le budget. Or, on sait très bien que l'État met une partie d'argent dans l'organisation, le fonctionnement de ces organisations. Et pourquoi c'est tabou ? Pourquoi ça reste tellement tabou ? Je considère depuis, je pense qu'il y a eu 2 périodes depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une première période entre 46 et le 74, qui a été une période plutôt où on discutait progrès social, parce qu'il y avait encore un peu de croissance et qu'il y avait encore ces possibilités. On était face à des responsables syndicaux assez responsables et des gouvernements qui considéraient qu'il fallait travailler ensemble utilement pour le bien des salariés. Et puis après le premier choc pétrolier, la croissance en France, en tout cas, s'est rabougrie quelque peu. Et je pense qu'on a considéré, à la fois chez les syndicats et au niveau de l'État, on pouvait sans doute changer de stratégie. Les uns ont considéré qu'il fallait obtenir des moyens, c'est le cas, et c'est de ça dont on discute beaucoup au sein des syndicats avec les gouvernements. Le gouvernement a décidé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans doute, alors c'est pas écrit et ils se sont pas réunis dans une pièce sombre, mais vous le constatez. La stratégie qui consistait à mettre sous tutelle financière, en tout cas, ou sous perfusion les syndicats existe aujourd'hui. Et même s'il y a eu des progrès, M. Touvenel a raison de le rappeler avec la loi Bertrand, qui permet maintenant la publication des bilans, il faut se rappeler qu'on a attendu plus de 125 ans pour ça. Les syndicats ont été créés en France en 1884 par la loi Veldée-Crousseau. Il a fallu attendre 2011 pour voir les premiers bilans de ces organisations publiés. C'est donc qu'il y a bien une volonté politique de masquer ce qui se passe sur le plan des finances à l'intérieur des syndicats. Et que pensez-vous de la proposition de Joseph Touvenel, justement, de bouleverser un petit peu le mode de fonctionnement, de cotisation, puisque les syndicats rendent service à tous, donc que chaque aussi salarié, que les entreprises jouent le jeu de cette cotisation sociale? Alors en réalité, il y a déjà eu une évolution récente avec la loi Sapin en 2014, puisque suite justement aux travaux du rapport que j'avais mené, on avait dénoncé la dérive des fonds de la formation professionnelle qui étaient détournés et qui servaient à financer les syndicats. Bon, ce dispositif a été arrêté, tant mieux, mais il existait, il était connu de l'État et tout le monde s'en accommodait très bien, mais c'était une dérive de fonds absolument inacceptable. Donc on a remplacé ça par une cotisation. Chaque salarié sur sa fiche de paye aujourd'hui paye 0,016% de son brut pour financer déjà ce qu'on appelle chaque salarié, d'accord, oui. Chaque salarié aujourd'hui. Alors c'est une charge patronale, donc c'est pas le salarié qui le paye directement, mais elle apparaît effectivement sur sa fiche de paye. Ça rapporte environ 100 millions d'euros par an aujourd'hui aux organisations syndicales et patronales, qui se la partagent ensuite dans un cadre qui est un cadre un peu plus contraint, même s'il y aura encore des progrès à faire. Monsieur Touvenel évoque une autre piste qui me semble être le chèque syndical, ou en tout cas quelque chose qui ressemblerait au chèque syndical, opération qui a été tentée par AXA à l'époque, avec monsieur Bébéard à sa tête à ce moment-là. Donc on donnait à chaque salarié un chèque pour qu'il puisse choisir à sa guise le syndicat qu'il voulait financer, et un salarié sur deux avait décidé de financer les syndicats comme ça dans cette grande entreprise. Et un salarié sur deux avait aussi décidé de jeter le chèque et de le déchirer, de le mettre à la poubelle. Ce qui démontrait déjà qu'il y avait un petit problème d'image. Pour l'instant, on n'en est pas là. Je pense qu'on a des difficultés récurrentes, importantes, et on découvre malheureusement trop souvent encore des affaires assez sordides quand on parle syndicat. En tout cas, merci Nicolas Perruchot. Vous connaissez bien le sujet. Je vais faire réagir dans un instant Laïla de Comarmont à tous vos propos et vous faire converser aussi avec Yves, qui est syndiqué chez FO, Didier qui nous rejoint, adhérent CFDT, mais qui a jeté l'éponge. Il va nous expliquer pourquoi. Et
notre invité Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Et merci d'être avec nous pour faire le tour de cette question forte, car les syndicats, c'est aussi notre histoire, mais problème de représentation, de financement et polémique aujourd'hui chez FO. Cher Julie. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Et on retrouve Wendy Bouchard. Nous parlons des syndicats aujourd'hui, la face cachée des syndicats. Ça, c'est en marge de la crise AFO, bien sûr. Oui, on relaiera la question Facebook dans un instant sur l'utilité des syndicats. Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, est avec nous. Leïla de Comarmont, également journaliste aux Échos, spécialiste des questions sociales. Vous vouliez réagir à ce que vous avez entendu, notamment le rapport de Nicolas Perruchot sur la nécessaire transparence du financement syndical aussi. Oui, d'abord, en signalant tout de même que le fait qu'il y ait eu 2 énormes affaires syndicales, l'affaire Le Pan en 2015 et l'affaire Pavageot aujourd'hui, on doit paradoxalement s'en féliciter. Ça veut dire qu'il y a des lanceurs d'alerte dans les organisations syndicales. Absolument. Et qui aiment bien le canard enchaîné à chaque fois d'ailleurs. Parce que c'est le relais. C'est une fonction essentielle dans la presse. Oui. Donc c'est un élément de démocratie et c'est un élément très important que de dire que ces affaires sortent. Le second point, c'est qu'on parle beaucoup des subventions aux syndicats pour acheter la paix sociale. C'est pas faux, mais il y a quand même autre chose qu'il ne faut pas oublier. Quand est-ce que ce système a été mis en place ? Il a été mis en place quand la CGT était surpuissante. Pourquoi a-t-il été mis en place ? Pour financer des syndicats qui n'avaient pas la même puissance de feu financière que la CGT, puisque pas le même nombre d'adhérents. Donc moi, je veux bien qu'on cible cela, mais quand on a 2 organisations à plus de 600 000 adhérents, il n'y a pas de publicité du nombre d'adhérents, on suppose que c'est dans les 300 000. Oui. Joseph Touvenel nous a dit 140 000. Oui. Il y a une vraie réalité là-dessus, et notamment le fait que les subventions, elles sont divisées en 5. Par ailleurs, j'ai un autre point quand même à préciser quand on parle de financement, c'est que ce système de financement bénéficie aux organisations patronales, dont M. Touvenel a expliqué qu'il y avait moins de problèmes de cotisation, puisque c'était les entreprises qui les payaient. Alors, il y a 5 grands syndicats en France qui bénéficient de ces subventions, Leïla de Comarmont, vous l'avez rappelé. Autrement, ce sont les cotisations qui vous font vivre, Joseph Touvenel ? Non, les cotisations ne nous font pas vivre. La réalité, elle est là. Donc la réalité, c'est que vous manquez de moyens parce que vous avez... syndicats. Mais tout le monde, parce que plus on est gros, plus on a de structure. Si j'avais à payer le siège de la CGT, je fermerais la porte parce que j'en aurais pas les moyens. Il ne faut pas oublier que dans ces histoires de subventions, le rapport Perruchot, puisqu'il est sorti dans la presse, merci la presse à cette occasion, il apparaît très très clairement que ceux qui prenaient très majoritairement les subventions, c'était les organisations patronales. Oui. Notamment du côté de l'agriculture. Donc ça, il faut le remettre à plat. Je pense qu'il est légitime aussi que des organisations patronales puissent recevoir des subventions, mais faisons la transparence. Si c'est utilisé à juste titre pour le bien de tout le monde, ça ne me gêne pas. Voilà au moins la vertu de ces crises, comme vient de le rappeler Leïla de Comarmont. Ça évitera bien des affaires malheureuses, parce que tous les jours, sur le travail, la face cachée des syndicats, c'est aussi ce que nous dit l'AFP hier, en nous disant la garantie jeune a un impact significatif sur l'emploi des précaires. Ça veut dire que grâce aux organisations syndicales qui se sont battues pour la garantie jeune, nous avons aujourd'hui des jeunes qui trouvent plus facilement, qui sont à la dérive. La garantie jeune, c'est pour ceux qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de formation, qui n'ont rien. Oui. Eh bien, la garantie jeune permet à plus de jeunes d'avoir un emploi et un emploi stable. C'est ça que vous faites au quotidien. Le travail, c'est aussi notre face cachée, on n'en parle pas assez. Voilà pourquoi on a posé la question sur Facebook, Julie. Oui, selon vous, les syndicats sont-ils utiles ? Non, à 59%. Il y a eu quand même plus de 3000 votes. Quelques exemples de réactions. Les syndicats, c'est comme les abeilles, c'est quand ils ne seront plus là que tout le monde verra combien ils étaient utiles, nous dit Hervé. Annie écrit, il faudrait beaucoup plus de personnes. Annie écrit, il faudrait beaucoup plus de personnes syndiquées pour avoir beaucoup plus de poids lors des négociations avec les patrons. Et puis Gaëtan, en entreprise, les syndicats ne sont visibles et accessibles qu'au moment des élections. En dehors de cette période, ils sont aux abonnés absents. C'est ça, la réalité dans l'entreprise. Et Yves, vous êtes syndiqué chez FO depuis 20 ans. Vous nous appelez de Savoie. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Donc, moi, je voulais intervenir essentiellement sur ce qui se passe au sein de l'organisation. Parce que, c'est un sentiment mêlé, de colère, gâchis, désarroi. Quand on est militant depuis 20 ans dans une organisation, qu'on donne de son temps. Parce qu'on ne parle plus des problèmes de fond et on parle des problèmes de personnes, c'est ça, et des conflits internes, ça qui vous énerve. C'est ça. C'est ça qui nous énerve un peu, parce que
Du coup, certes, le fichage, c'est pas une chose des plus recommandables, ça on est bien d'accord. Mais pour nous, enfin pour une partie des gens, quand on discute autour de nous, il y a tellement d'intérêt quand on est à un certain niveau dans l'organisation, ce qu'on appelle nous les permanents. En haut, la place est bonne, quoi. Donc, je résume un peu. Ouais, mais c'est ça. Vous sentez une scission, une fracture vraiment entre ceux qui sont à la tête de ces organisations et vous qui faites ce travail de base sur le terrain, Yves. Clairement, Et puis, Pavageau, bon, il a fait une erreur. Bon, on peut en convenir. Mais en attendant, c'est sûr qu'il allait un peu. Un peu le cocotier. Oui. Quand on voit comment ça s'est passé au congrès de Lille, c'était quand même plus que tendu. Entre les pros et les anti-Mailly. Entre les pros-Mailly, les anti-Mailly, etc. Il y a quand même des visions différentes. Et là, entre autres, il avait demandé à faire un audit financier interne. Et quand on sait, au fil du temps, on apprend à connaître certaines choses, on est informé de certaines choses. C'est clair que dans l'organisation, tout à l'heure on parlait de problèmes de financement, il y a des choses qui ne sont pas nettes, c'est évident. Ouais. Ce ne sont pas les cotisations qui font vivre les syndicats. Sûr. Alors Yves, merci beaucoup de votre témoignage. Vous restez avec nous en ligne parce que Leïla de Comarmont et Joseph Touvenel vont réagir à vos propos. Justement, querelle de personnes, ligne, on ne sait plus trop où est l'intérêt et la valeur pour ces syndicats à un moment donné. Didier CFDT rejoint également notre discussion juste après la pause, Julie. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Quelques minutes encore, on va déjà répondre à Yves qui nous appelait de Savoie et qui dénonçait la fracture entre la base et la direction au sein des syndicats, particulièrement FO, où il est adhérent depuis 20 ans. Oui, il racontait son écœurement, sa colère, lui qui travaille justement sur le terrain. Yves, pouvez-vous lui répondre? Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, et Leïla de Comarmont, journaliste aux Échos et spécialiste de ces questions. Joseph Touvenel. J'ai pas à lui répondre. Non, mais vous comprenez ce désarroi. Qui est humain, il y a toujours des problèmes entre un sommet, une base, etc. C'est à ceux qui sont dans les postes à responsabilité de ne pas perdre le contact. Moi, si je suis toujours sur Paris, c'est parce que je reçois toujours les salariés, je vois les délégués syndicaux, je crée des sections avec d'autres. Et ça remet les pieds sur terre. Voilà, il n'y a rien de parfait. Mon organisation n'est pas plus parfaite que les autres, sauf qu'on a des valeurs auxquelles je suis très attaché, les valeurs sociales chrétiennes, on les partage ou pas, mais enfin c'est ce qui justifie notre présence, mais avec des combats qui sont les combats de tous. Quand on se bat sur les nocturnes dans les magasins, par exemple, on se bat tout simplement parce que il y a aujourd'hui en France des milliers de mères de famille qui souvent élèvent seuls leurs enfants, qui ne peuvent pas voir leurs enfants le soir, donc des enfants à qui personne ne dit fais-tu tes devoirs, apprends-tu tes leçons parce qu'ils sont livrés eux-mêmes. Ça, c'est un vrai combat syndical. Dans la réalité, parfois, il y a des pères de famille aussi, quand même. Oui, mais la réalité, mais oui, parfois. Mais c'est là que la diversité est très importante. En 30 secondes, je préfère parler des 85% de femmes qui élèvent seules leurs enfants plutôt que des 15% d'hommes. Alors, je peux dire tout le monde, ça serait faux. La réalité, elle est là. Et l'enjeu, c'est comment ces femmes peuvent vivre une vie et prendre notamment des responsabilités dans les syndicats, par exemple. Encore faut-il qu'elles en aient le temps et qu'elles le puissent. Leïla de Comarmont. Sur la féminisation, je pense que la CFTC a plutôt des leçons à recevoir qu'à prendre. Ouais, étant donné que vous avez quand même eu au dernier congrès une manifestation de femmes, parce que dans les candidates pour la direction, beaucoup ont été rayées et vous êtes sans doute le syndicat où il y a le moins de femmes dans les organes de direction. Ils vont s'ajourner. Alors ça s'appelle la démocratie parce qu'on est aussi le syndicat qui en proportion a plus de femmes. On ne fait pas le procès de la CFTC. Qui est délégué du personnel. Mais il y a eu un vote. Alors j'en parle d'autant mieux que j'ai été mieux élu au dernier congrès. Donc la démocratie, elle a fonctionné. C'est vrai qu'il y a eu dans les entreprises, c'est pareil, c'est les compétences qui sont invoquées. Allez, on était très calme depuis le début. Mais Didier, ça, c'est la démocratie. Didier est avec nous. Vous étiez adhérent CFDT, Didier, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, pendant des années. Bonjour, monsieur. Oui, et donc j'ai quitté la CFDT parce que tout simplement ils font de la politique, ils ont appelé à voter Macron. Et pour moi un syndicat ne doit pas appeler à voter pour tel ou tel candidat. Donc j'y suis parti, je suis beaucoup plus heureux maintenant, je suis un homme libre, voilà. Donc et pourtant vous avez aimé cet engagement syndical. Oui, mais comme m'a dit le monsieur de Force Ouvrière tout à l'heure, la base n'est très peu écoutée.
ils prennent des décisions dans les confédérations et puis à la base, on est obligé d'appliquer même si on n'est pas d'accord. C'est ce qu'on retrouvait là souvent dans les commentaires. Et sur l'indépendance, ça c'est intéressant ce que dit Didier, un syndicat doit être indépendant politiquement. Joseph Touvenel, est-ce que c'est votre ligne par exemple à la CFTC? C'est ma conviction. Ça se passe pas du tout comme ça dans un certain nombre d'autres pays. Oui. Donc c'est aussi très culturel. À mon sens, il est plus sain qu'un syndicat soit indépendant de tout parti politique, qu'au moment des élections, ils prennent des positions sur les valeurs. Je pense que c'est une erreur de prendre des positions sur les personnes. Oui. Par exemple, aux dernières élections, moi j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait dire, voilà, si vous êtes dans notre organisation, eh bien, dans nos valeurs, il y a condamnation de tout ce qui est le racisme, par exemple. Voilà, par exemple. Et donc maintenant, à chaque citoyen de se déterminer en conscience. C'est ma position, elle n'est pas partagée par tous. J'ai pas forcément toujours raison, mais j'ai pas forcément toujours tort. En tout cas, merci Didier pour votre témoignage. Merci Joseph Touvenel. Dernier mot pour vous, pour conclure, Leïla de Comarmont. Oui, moi j'ai une question à Monsieur Touvenel. Vous parlez effectivement de la nécessité d'être indépendant des partis. Comment pouvez-vous justifier votre investissement dans la manif pour tous et notamment l'affichage ça c'est hors sujet. Mais d'une façon très claire, mon engagement syndical, c'est un engagement contre la marchandisation de l'humain. Et j'ai pas un engagement dans la manif pour tous, mais quand on m'invite à prendre la parole, y compris publiquement, pour lutter contre la marchandisation de l'humain, je pose qu'une seule question, c'est un enfant. Ça peut se vendre ou ça peut s'acheter? À mon sens, c'est non. C'est un problème difficile, c'est un problème grave. Beaucoup. Ou alors, à partir de quel âge peut-on vendre un être humain? On n'était pas du tout dans ce sujet. Joseph Touvenel, merci. Leïla de Comarmont, journaliste aux Échos, spécialiste des questions sociales. Merci d'avoir fait le tour sur ce monde syndical. On va quitter ce combat, chère Julie, pour respirer pleinement. Je ne sais pas si vous avez un parfum depuis des années. Ah, toujours le même. Eh ben voilà. Donc, par exemple, ce choix nous définit. C'est aussi une histoire. Il nous raconte. La culture olfactive est aussi un partage. Et on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'Europe 1. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.